Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier book haul pour le mois d'octobre. Et du coup dans cette vidéo j'ai 5 romans et un roman graphique à vous présenter. Juste avant de commencer, je m'excuse si j'ai la voix un petit peu modifiée, mais en fait il y a quelques jours tout simplement je n'avais plus de voix, donc on est déjà en très bonne voie d'amélioration, je vous assure. Voilà, je m'excuse si jamais vous sentez que j'ai pas tout à fait ma voix normale. Enfin bref, du coup dans cette vidéo je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de 5 à 7 par Olivia Coudrine aux éditions de Cherche Midi. Je vous parlerai ensuite de ma lecture du Complot du Trident par Tristan Cogel aux éditions Didier Jeunesse. Ensuite ce sera au tour de Légende d'un dormeur éveillé par Gaël Nohan aux éditions du Livre de Poche. Puis Atlantic City par Joy Raffin aux éditions Nil. Ensuite je vous parlerai de ma lecture du tome 2 de Grisha par Laïs Bardugo aux éditions Milan. Et enfin, je terminerai avec donc un roman graphique, à savoir Les Jours Sucrés par Loïc Clément et Anne Montel aux éditions d'Argo. Et du coup, je vais donc démarrer tout de suite avec De 5 à 7 par Olivia Coudrine aux éditions du Cherche Midi. Il s'agit d'un roman qui est particulièrement adapté pour ce mois-ci, étant donné qu'on est au mois d'octobre et que, voilà, comme chaque mois d'octobre, il y a la campagne Octobre Rose qui est une campagne d'information par rapport au cancer du sein et c'est le thème de ce roman. En fait, on suit dans ce roman l'histoire de 4 femmes. On va les suivre à chaque fois le 17 du mois, depuis décembre 2014 jusqu'en 2016, si je dis pas de bêtises, c'est ça, jusqu'en avril ou mai 2016. Du coup on va les suivre quand même sur pas mal de temps et à chaque fois en fait on les suit donc le 17 du mois entre 5h et 7h du soir. Et en fait ces 4 femmes n'ont vraiment pas rien en commun. Ce sont 4 femmes qui ont des vies très différentes, qui n'ont pas le même âge. Et en fait toutes les 4 on va leur apprendre le même jour, entre 5h et 7h, qu'elles sont atteintes d'un cancer du sein. Et donc on va voir ensuite l'impact que ça va avoir sur leur famille, sur leur féminité, sur leur rapport à elles-mêmes et leur rapport aux autres. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé suivre ces femmes qui sont toutes très différentes, je les ai trouvées souvent drôles et très attachantes, tout comme leurs proches. Donc vraiment voilà, ça a été une chouette lecture pour moi. Par contre j'ai un regret, à savoir que c'est un roman qui fait 400 pages et en fait le moment de l'annonce du diagnostic est au bout de 200 pages. J'ai trouvé ça un peu dommage, j'ai trouvé ça intéressant de voir leur vie avant, après j'aurais préféré que ce soit réparti un peu autrement et qu'on ait plutôt 100 pages d'avant et 300 pages d'après plutôt que l'inverse comme c'est le cas ici. Mais en tout cas ça a été une chouette découverte pour ma part et je vous recommande la découverte si c'est un thème qui vous intéresse et si le résumé que je vous ai dit vous a donné envie de découvrir ce roman. Ensuite, j'ai donc lu Le Complot du Trident par Tristan Cogel aux éditions Didier Jeunesse. C'est un roman que j'ai reçu de la part du site lecteur.com. Et Tristan Cogel est un auteur que je connais depuis quelques temps. Je l'ai déjà lu avec son roman Bluebird, qui traitait de la ségrégation raciale et que j'avais beaucoup aimé. Et du coup voilà, j'étais curieuse de le découvrir dans autre chose. Du coup quand on m'a proposé de recevoir celui-ci, eh bien j'ai dit oui. Dans en fait Le Complot du Trident, ça se passe à Rome alors qu'il y a la préparation des Jeux du cirque. C'est au moment où l'empereur c'est Titus et Titus est empereur et donc voilà il y a des jeux du cirque qui se préparent et en fait il va y avoir quelques soucis, notamment un bateau qui va être retenu au port et en fait on va assez vite comprendre qu'il y a tout un complot qui se met en place et qui est donc ce qu'on appelle le complot du trident, étant donné que toutes les personnes de ce complot ont un trident en or autour du cou et du coup voilà on va suivre cette histoire là et en fait nous on suit un homme qui est je sais plus exactement son rôle, mais en gros c'est une personne qui est chargée d'enquêter et on suit également son neveu. C'est un roman qui est assez court, il fait 200 pages mais j'ai trouvé par contre que c'était pas forcément le roman le plus accessible. On est quand même sur un livre qui est destiné à la jeunesse ou en tout cas aux adolescents et c'est vrai que voilà, c'est quand même assez chargé en termes de vocabulaire et du coup j'ai pas trouvé ça hyper accessible et notamment voilà, c'est un récit qui est entièrement au passé et c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir en littérature jeunesse. Après c'est quelque chose de très intéressant, ça donne envie de se renseigner plus, ça parle notamment de l'histoire de Titus et Bérénice et voilà, je trouvais ça très intéressant mais c'est vrai que c'était pas forcément hyper adapté à un public jeunesse, c'est plus vraiment destiné à un adolescent voilà, qui a déjà un certain niveau de lecture je trouve. Et du coup j'ai mis la note de 15 sur 20.
Ensuite, j'ai lu Légende d'un dormeur éveillé par Gaëlle Nohan aux éditions du Livre de Poche. C'est un roman que j'ai reçu de la part du Livre de Poche, que je remercie vraiment grandement. C'est un roman qui était sorti au départ aux éditions Héloïse d'Ormesson et que j'avais déjà repéré à sa sortie en grand format. Mais voilà, je m'étais dit que j'attendrais le Poche. Voilà, je suis ravie d'avoir pu découvrir cette histoire. En fait, Gaëlle Nohan va nous plonger dans la vie de Robert Desnos, qui est un poète et résistant français. Et du coup, ça commence pendant les années folles, on suit après pendant l'occupation et pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dois dire que Robert Desnos, pour ma part, je le connaissais seulement par ses poèmes qui sont plus destinés aux enfants, à savoir Chante Fable et Chante Fleurs, et que j'ai beaucoup lu quand j'étais petite, qui font vraiment voilà, partie Enfin, c'était un très bel album illustré et ça fait vraiment partie de ces livres que je retiens de mon enfance. Et je dois dire que pour autant, je ne connaissais vraiment rien de la vie de Robert Desnos et du coup, j'ai été très contente d'apprendre tout ça. C'est un roman qui est très très documenté. Il faut dire qu'il fait quasiment 600 pages en poche, mais je trouve que vraiment ça se lit tout seul. Et on suit toutes ces histoires d'amour, etc. Et on suit également, enfin il y a un passage en particulier qui m'a marquée, à savoir qu'en fait, Robert Desnos nous explique un poème, celui qui s'appelle La fourmi. Et en fait... c'est un poème que je connaissais, je me souvenais de celui-ci. Et en fait, il nous explique le sens caché qu'il y a derrière. Et c'est un poème qui parle de la résistance, des convois de personnes juives qui partent dans les camps. Et voilà, ça m'a un peu fait revoir ce poème de mon enfance complètement d'un œil différent. Et ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a quand même un peu marqué. Et après, pour ce qui est du roman, sinon, j'ignorais complètement que Robert Desnos avait été déporté du fait qu'il soit résistant. C'est la partie qui concerne le dernier quart en gros du livre, et ce dernier quart est écrit du point de vue de Yuki, qui était sa compagne. Alors que tout le reste est écrit d'un point de vue externe. Et là vraiment voilà, on suit un peu comme si on avait le journal de Yuki qui nous parle de l'attente qu'elle a, du manque de nouvelles, des questions qu'elle se pose sur ce qu'il est devenu, s'il est en vie, s'il va bien. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très touchant cette dernière partie. C'est vrai que voilà, comme je vous ai dit, j'ignorais complètement l'histoire de cet homme alors que pour autant ces poèmes m'ont un peu marqué mon enfance et j'étais vraiment très très contente de le découvrir. C'est très bien écrit, ça nous apprend énormément de choses sur l'époque, sur la résistance et sur les différentes formes de résistance également. Et voilà, vraiment, ça a été une très très belle lecture. Je suis ravie d'avoir pu enfin découvrir ce roman dont tout le monde parlait en bien. Et voilà, je suis l'avis général. Et j'ai mis la note de 18 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Atlantic City par Joy Raffin aux éditions Nil. On est ici sur un roman qui se passe donc à Atlantic City et qui se passe sur une journée, le 22 septembre 2017. Ça commence avant 8h du matin et en fait on suit plein de différents personnages et tous ces personnages en fait, certains se connaissent mais voilà, ils vivent tous à Atlantic City où ils travaillent en tout cas, ils sont à Atlantic City ce jour-là et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un ouragan qui menace la ville et du coup voilà, tous les personnages sont un peu... touchés par cette nouvelle qui arrive et donc ensuite on va suivre tous les points de vue. Il y a quand même vraiment de très nombreux points de vue au total et c'est vrai que c'est dommage que le roman fasse seulement 250 pages, surtout que bon, voilà, c'est Nil. Nil, ils ont une police d'écriture qui est quand même assez grosse, c'est très agréable à lire, ça se lit vraiment tout seul, mais c'est vrai que du coup j'aurais bien aimé avoir un peu plus de contenu, ça aurait mérité que certains points de vue soient un peu plus développés, certains sont survolés, il y en a quand même quelques personnages auxquels on s'attache et on aimerait bien en avoir un peu plus. Mais voilà, ça a vraiment été quand même une chouette découverte. En plus, on a pas mal de questions aussi sur les manias financiers, sur l'Amérique de Trump et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, j'ai mis la note de 15 sur 20. Et je remercie du coup les éditions Nil pour cet envoi. Le dernier roman que j'ai donc lu, il s'agit de Grisha par l'expert d'Hugo aux éditions Milan, le tome 2, Le Dragon de Glace. J'avais lu le premier tome en janvier et j'avais eu un avis un petit peu mitigé, à savoir qu'en fait j'ai déjà lu la duologie Six of Crows que j'ai trouvé absolument génial. J'adore les personnages de Six of Crows et notamment j'adore le personnage de la Grisha, à savoir Nina, et du coup bah voilà, quand ils ont réédité cette série autour des Grisha, j'étais juste ravie parce que du coup j'avais adoré le personnage de Nina. En gros les Grisha ce sont un peu les sorcières du Nord de cet univers là pour faire très simple et voilà, après les Grishas sont hiérarchisés suivant
enfin il y a différentes catégories Grisha suivant leur pouvoir. Et en fait, donc dans la série Grisha, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Alina. Au début du tome 1, elle va commencer à découvrir ses pouvoirs. Elle est surnommée l'invocatrice de lumière, tout simplement parce que son pouvoir, voilà, c'est de créer de la lumière, en sachant que c'est une lumière qui a un pouvoir très fort qui peut tuer des gens en fait. Et c'est la seule à avoir ce pouvoir-là. Du coup, elle a vraiment un pouvoir très particulier. En fait, le premier tome, j'avais été un petit peu déçue dans le sens où j'ai trouvé que l'histoire était très intéressante, mais j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup trop de défauts classiques en roman adolescent, avec le personnage principal qui hésite, le méchant qui est très méchant, juste parce qu'il est méchant, on ne nous explique pas vraiment plus. Et voilà, j'avais trouvé ça un peu simple et je trouvais que c'était un peu dommage parce que vraiment c'est un univers que j'aime beaucoup et je trouvais que c'était pas assez développé. Après, c'était le premier roman de l'autrice dans l'univers puisque la série Grisha a été écrite avant Six of Crows et du coup je m'étais dit que ma foi, en plus c'était un personnage assez jeune, je me suis dit que ma foi, autant l'écriture de l'auteur que le personnage allait sûrement grandir. Et que du coup voilà, ça allait sûrement s'améliorer. Du coup je m'étais dit que j'allais pas rester sur cette petite déception par rapport au tome 1 et j'ai bien fait parce que je dois dire que vraiment dans ce tome 2 justement voilà, on commence à sentir vraiment de l'ampleur et du développement dans le personnage d'Alina. On a toujours le personnage de Mal qui est le personnage masculin qui l'accompagne, qui est pour moi voilà, mon personnage préféré de cette série. Il y a également le personnage de Genya qui est un personnage que j'adore. Voilà, il y a vraiment de nombreux personnages secondaires que j'aime vraiment beaucoup. Le personnage d'Alina dans ce tome-ci, on voit pas mal de choses et notamment un côté très sombre au personnage que j'ai trouvé intéressant. Après, le défaut qu'il y a, c'est que c'est un second tome et que, comme pas mal de second tomes, malheureusement, on est un petit peu sur un tome de transition. Il se passe des choses, mais pas non plus tant que ça, par rapport aux événements de la fin du tome 1 et à ce qui se prépare pour le tome 3. Voilà, on est sur un tome dans lequel il y a quand même un peu moins d'événements marquants. Le tome 3 sort le 24 octobre, donc tout bientôt. J'ai hâte de lire ça, ainsi que le recueil de nouvelles dans l'univers qui s'appelle Le Chant des Ronces, qui sort également le 24 octobre. Ce sont des sorties, je vais pas me jeter dessus parce que là tout de suite maintenant ça va pas être possible, mais en tout cas c'est sûr que je les lirai tous les deux et voilà, j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis la note de 17 sur 20. Pour moi voilà, le principal défaut c'est juste que c'est un tome de transition et que du coup c'est pas forcément le tome le plus passionnant. Par contre on sent vraiment la montée en puissance aussi bien de l'histoire, de l'écriture, du personnage, et ça j'ai trouvé ça très chouette. Et du coup, le petit dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un roman graphique qui s'appelle Les Jours Sucrés par Loïc Clément et Anne Montel aux éditions d'Argo. C'est un roman graphique que pour ma part je n'avais jamais vu passer et en fait voilà, je suis tombée dessus dans ma médiathèque, j'ai vu d'abord le titre, je me suis dit ah c'est tout mignon, j'ai vu la couverture, je me suis dit ah c'est vraiment tout mignon et du coup j'ai craqué. Pour ce qui est de l'histoire, on n'est pas sur une histoire forcément hyper originale, mais on est sur une histoire que j'ai trouvée en tout cas très mignonne et très touchante. En fait c'est l'histoire de la jeune fille, l'héroïne, je sais plus comment elle s'appelle, Églantine, qui a 28 ans et en fait son père va décéder. Son père tenait une boulangerie en Bretagne et en fait apparemment on sait pas trop, mais la mère a décidé de fuir avec sa fille et en fait au décès du père eh bien, il va léguer cette boulangerie à Églantine. Au départ elle n'en veut pas trop parce que pour elle voilà, elle associe la Bretagne certes à ses souvenirs d'enfance mais aussi au départ et à la rupture qu'il y a eu entre ses parents. Et puis finalement voilà, elle va y aller, elle va tomber en amour de la Bretagne, elle va trouver un jeune homme également et voilà, il va y avoir toute cette histoire avec la boulangerie. J'ai vraiment trouvé ça très chouette et ce que j'aime beaucoup c'est que il n'y a pas forcément toujours des planches hyper définies, il y a parfois des écritures voilà, qui se promènent un peu. On n'est pas sur des carrés de BD bien définis et du coup je trouve ça chouette. Les dessins sont plutôt mignons, c'est pas les plus beaux mais je les trouve mignons et voilà, c'est vraiment une petite histoire toute douce. Je l'ai lu un soir où j'avais pas trop le moral et voilà, ça a bien rempli son rôle. Et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Sur ce, j'ai donc fini avec ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous intéressent ou si vous en avez lu certains. Pour ma part, en tout cas, c'était de belles lectures dans l'ensemble. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de les découvrir. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!